Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour à vous. Emmanuel Macron a tenu sa première réunion publique de campagne hier soir à Poissy, dans les Yvelines. Aucun sondage n'a jamais donné le président sortant battu en avril prochain. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, il creuse l'écart avec ses concurrents, dont votre candidate Valérie Pécresse. Est-ce qu'Emmanuel Macron est encore rattrapable ? Je pense qu'une campagne, s'il y a campagne, justement, on va en parler, ce qui fait une élection, ce ne sont pas des sondages, ce sont les suffrages. Je concourais, moi, aux élections régionales il y a 1 an et demi, et dans ma région des Pays de la Loire, les sondeurs se sont trompés de plus de 10 points. Donc aujourd'hui, ça n'est pas une science exacte, les sondeurs. Mais on voit bien que la guerre lui donne un avantage comparatif qui est absolument déterminant. Il était déjà favori avant. Revenons sur ce qui s'est passé. La question aujourd'hui, c'est de savoir si en France, il va y avoir un débat démocratique. Parce qu'on sent bien que depuis le départ d'ailleurs, et même avant la guerre en Ukraine, on sent très bien que la tentation d'Emmanuel Macron était de jeter le débat par la fenêtre, mais il va revenir finalement par la rue, après l'élection présidentielle, s'il n'y a vraiment pas de campagne. Pour hier soir, ce que je trouve, c'est qu'on a une succession, je trouve, de scandales. D'abord un clip qui a été réalisé à l'Élysée. C'est contradictoire et c'est contraire aux règles d'une campagne électorale d'utiliser, comment dirais-je, un bien public pour faire sa propre promotion. Le clip s'appelle Le Candidat, mais il a effectivement été tourné à l'Élysée. Il nous a gratifié de ce clip, exactement. Ensuite, on a eu hier une bande-annonce, une émission là aussi, qui était une émission à partir du QG, une émission sur mesure. Pour aucun autre candidat, les chaînes se sont déplacées à leur QG. Et puis, enfin, une réunion dite publique, qui était un simulacre de débat, puisqu'on sait désormais que non seulement ceux qui participaient à cette émission, à ce débat avaient été soigneusement triés sur le volet, mais qu'en plus, il y avait des fiches qui avaient été distribuées pour s'assurer que les questions posées au candidat président seraient les bonnes questions. C'est un scandale. À l'issue de ce débat ou de cette réunion avec des Français, Emmanuel Macron a confirmé qu'il ne participerait pas à des émissions télévisées le mettant face à d'autres candidats avant le premier tour. Vous venez de le dire, vous dites si on n'a pas de confrontation dans les urnes, on l'aura dans les rues. Est-ce que vous ne dramatisez pas un petit peu? Non, moi je pense que ce qui se joue, c'est beaucoup. Je pense que le débat n'est pas seulement nécessaire d'un point de vue démocratique, il est vital ensuite si on veut réformer la France. Parce que pour réformer la France, la règle de la démocratie, c'est qu'il y ait des débats qui tranchent les questions, qui tranchent les réformes. Parce que sans doute y aura-t-il une légitimité de l'élection. Mais quelles seront les légitimités des réformes si elles n'ont pas été débattues au préalable? J'ai toujours pensé qu'une campagne sans débat, c'est un élu en tout cas sans mandat. Et c'est un quinquennat qui sera très très fragilisé. Vous avez publié hier une tribune dans le Figaro, vous y dressez le bilan d'Emmanuel Macron et vous écrivez « Le communautarisme et le wokisme morcellent notre culture ». Macron, c'est le communautarisme et le wokisme ? Bien sûr, d'une certaine façon, il a donné le sentiment, ou plutôt de faire semblant, de lutter contre le communautarisme et le wokisme. Mais regardons ce qu'il a fait. Il a voulu déconstruire l'histoire. Il a indiqué qu'il n'y avait pas de culture française. Ce sont des proclamations de foi wokistes. Sur le communautarisme, il nous a fait des grands discours contre l'islamisme, contre le communautarisme. Mais comment a-t-il agi? Il y a quelques semaines, le Sénat avait voté contre les hijabeuses. Vous savez, le port d'un signe religieux ostentatoire dans les stades au moment des compétitions fédérales. C'était un acte fort. Eh bien, la majorité, sa majorité, l'a refusé. Donc, il y a eu une loi sur le séparatisme, malgré tout. C'est une loi très faible qui ne changera absolument rien. La devise d'Emmanuel Macron, c'est sembler faire, mais toujours faire semblant. Vous défendez dans le même texte la nécessité vitale des frontières nationales. Est-ce que c'est pas un paradoxe au moment où une Europe, alors peut-être pas de la défense, mais en tout cas de la diplomatie, semble enfin prendre corps à l'occasion de la crise en Ukraine et sous la pression de Vladimir Poutine? Je pense que, je soutiens l'action diplomatique du président de la République, mais je pense que cette guerre lui donne tort, en tout cas donne tort à ce qu'il a pu incarner. Il a incarné, si j'ose dire,
une tentative d'abaissement des frontières, une sorte d'Europe fédérale. Et on voit bien le retour de la nation. Il a incarné aussi une mondialisation heureuse. On voit que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est menaçant. La frontière, vous voyez, c'est ce qu'a une nation. Et aujourd'hui, ce que l'on voit dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la guerre entre la nation, qui est notre histoire, c'est notre modèle historique français, contre l'Empire. L'Empire n'a pas de frontières. L'Empire a un glacis. L'Empire est en perpétuelle expansion. La frontière, c'est ce qui protège. Et je pense que, précisément, les conditions d'une Europe puissance, d'une Europe souveraine, ne sont pas dans la disparition des nations. Parce que les nations sont les instruments de la puissance. On le voit là encore, une guerre c'est le choc des volontés. Les Ukrainiens résistent grâce à leur volonté, beaucoup plus qu'à leurs armes. Eh bien, il faut que précisément l'Europe tienne compte des nations, ne les dilue pas, pour qu'on puisse au contraire ajouter toutes ces forces nationales. Depuis sa victoire à la primaire des Républicains, Valérie Pécresse recule lentement mais sûrement dans les sondages. Elle publiera dans quelques jours un livre, elle va dévoiler un nouveau slogan de campagne. Est-ce que tout ça c'est suffisant pour revenir dans la course et se qualifier pour le second tour? Ou bien est-ce qu'il faudrait par exemple enrichir le programme, dévoiler de nouvelles propositions? Non, parce que je pense qu'elle a le meilleur programme. Je pense que son programme c'est essentiellement la réponse aux deux grandes angoisses françaises. D'abord l'angoisse du déclassement économique et social. Depuis 20 ans, voilà, le niveau de vie des Français s'est abaissé, 5 000 € d'écart entre un niveau de vie d'un Allemand et d'un Français. Et donc on veut relancer la prospérité, notamment grâce au travail, en valorisant le travail, en travaillant plus. Parce qu'il faut le dire, il faut dire la vérité aux Français. Ce n'est pas grâce à des chèques en bois de l'État qu'on peut améliorer durablement le pouvoir d'achat. Et ce qu'elle veut aussi, c'est remettre de l'ordre dans les rues. On voit bien qu'il y a eu un triplement depuis 10 ans, par exemple, des tentatives d'homicide. Jamais la France a été dans un tel état d'insécurité. Juguler, bien sûr, le phénomène migratoire. Aujourd'hui, ce n'est pas la France qui choisit son immigration. Ce sont des filières mafieuses qui orientent les flux migratoires et la France est un des pays les plus avantageux de ce point de vue-là parce que nous n'avons pas su amener une politique de fermeté depuis ces dernières années. Ça, ce sont des grands piliers, des grands principes. Est-ce qu'il ne manque pas une mesure un peu symbolique qui marque les esprits? Hier soir, Emmanuel Macron a parlé de supprimer la redevance audiovisuelle. Il y a du symbole évidemment dans tout ça, mais ce sont des mesures qu'on retient et dont on parle. Ben, regardez, c'est un bon exemple puisque elle-même l'a proposé sans doute la première. En tout cas, elle l'a proposé. Pourquoi ça n'imprime pas alors? Mais parce qu'il n'y a pas de campagne. Parce qu'il n'y a pas de campagne. Et on voit bien que le président-candidat, le candidat président, est en situation de surplomb. Ça illustre une forme de dérive monarchique, mais ça illustre aussi une sorte de mépris pour le débat démocratique, mais surtout pour les Français. C'est pas tellement un mépris pour les autres candidats, même si ça fausse les règles du jeu. Mais je pense que c'est vis-à-vis des Français, on doit, parce que c'est le moment, cette campagne, d'exposer les grands enjeux qui devront être tranchés. Et je vous rappelle simplement que c'est la seconde fois, puisque la campagne il y a 5 ans, et j'étais aux côtés de François Fillon, a été percutée par cette espèce de coup d'État judiciaire, comme quelqu'un l'a écrit à l'époque. Si pour la seconde fois, on a une campagne électorale qui est escamotée, je pense que ce sera grave pour la France, parce que la France doit faire des réformes que les autres pays européens, beaucoup, ont fait, que nous n'avons pas eu le courage de faire. Effet secondaire de la crise internationale, les prix de l'essence grimpent à toute vitesse, 15-20 centimes supplémentaires par semaine. Que feriez-vous pour protéger le pouvoir d'achat si vous étiez aux responsabilités aujourd'hui? Certainement pas ce que le gouvernement a fait en envoyant 38 millions de Français un chèque de 100 €. Ça a été catastrophique, c'est des milliards, pratiquement 4 milliards, et c'était inéquitable, puisque une infirmière qui gagnait par exemple 2100 €, qui faisait des centaines de kilomètres par semaine, ne touchait pas la prime, tandis qu'un retraité dans une ville qui bénéficie de transports en commun, qui gagnait moins de 2000 € touchait ce chèque. Je pense qu'il faut, beaucoup plus cibler, comme nous l'avions fait pour le Sénat, sur ceux qui le nécessitent, qui roulent beaucoup plus. Et puis, il faut être inventif. Je vous donne un exemple. Pourquoi ne pas, par exemple, pour des Français qui ont des voitures anciennes qui fonctionnent, par exemple, à
à l'essence, subventionner pour partie le kit qui permet de passer à l'éthanol. Ça coûte 1 000 €, on peut le subventionner par exemple pour les 3/4, et c'est bon d'abord pour le pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce qu'un plein d'éthanol, c'est moitié moins cher. Et puis c'est bon pour l'environnement, puisqu'il y a beaucoup moins de particules fines que le diesel, 90% de moins, et il y a moins de rejets de gaz à effet de serre, 50% de moins. Donc j'attends du gouvernement, vous voyez, qui ne se contente pas de la facilité, c'est-à-dire des chèques à tout va, mais qu'on ait en même temps un certain nombre de solutions qui soient des solutions imaginatives, créatives. Idem pour l'électricité. On devrait lancer un grand service public de l'effacement. On a maintenant, grâce au compteur Linky, grâce là encore à des boîtiers, on peut effacer. Si vous êtes chauffé par exemple chez vous avec des chauffages électriques, vous avez des coupures par exemple de 1/4 d'heure. Et c'est quelque chose qui rapporte à la planète, qui rapporte à la France et qui peut vous rapporter directement. On commence à entendre du côté du gouvernement un discours sur la nécessité de réduire sa consommation, alors en associant pouvoir d'achat et soutien à l'Ukraine. C'est un discours que vous pouvez endosser ou il ne faut pas trop demander aux Français? Non, c'est un discours que j'endosse. Je l'endosse parce que faut un discours de vérité. Et il faut dire aux Français qu'on ne pourra pas combler, comment dirais-je, par des chèques en bois qui sont faits sur notre dette. Donc il faut réduire d'1 degré son chauffage pour il faut faire des efforts, pallier à la hausse des coûts. Il y a aussi la planète. Mais là encore, le problème est que Emmanuel Macron n'aura pas diminué les dépendances françaises vis-à-vis de l'énergie. On a doublé le nombre de jours depuis 2 ans. On est passé le nombre de jours où on importe de l'électricité de l'extérieur. On était, il y a 2 ans, à 26 jours. On était, en 2021, à 43 jours. Donc, son zigzag sur le nucléaire coûte cher à la France. Il coûte cher aux Français. Ce qu'on attend d'un chef de l'État, ce qu'on attend d'un président de la République, c'est qu'il y ait un cap et qu'il s'y tienne. Et qu'on ne soit pas dans le zigzag, dans le en même temps. Parce que ça nous coûte cher. Au total. D'un mot, hier lundi, Christian Estrosi, Hubert Falco, Renaud Muselier étaient au QG de campagne d'Emmanuel Macron. Autant de noms qui étaient des figures de la droite au début du quinquennat. On pourrait ajouter Philippe Douste-Blazy, Martine Vassal, Jean-Pierre Raffarin. Ces ralliements en provenance de la droite, ça signifie quoi? Et vous pouviez aussi ajouter Mme Guigou, Mme Touraine, M. Rebsamen. Ça veut dire quoi? En provenance du PS. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire simplement que dans la vie tout court, et surtout dans la vie politique, la course aux places, coureur à la place, vous voyez, c'est une histoire qui est éternelle et qui se répète à chaque fois. Il y a ceux qui poursuivent des intérêts par calcul et d'autres qui tiennent droit leur ligne sur leurs convictions. Vous avez des nouvelles de Nicolas Sarkozy? Non, peut-être m'en donnerez-vous. J'en ai pas. Merci beaucoup Bruno. Merci.